Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette quatrième et dernière vidéo de formation sur la partie Forex dans le trading.fr. Donc on va voir aujourd'hui une vidéo qui va être très importante, il va falloir prendre quelques notes. On va tout simplement voir la gestion d'un trade. Donc la gestion d'un trade, tout simplement, c'est le fait, après avoir analysé le marché, de trouver un setup, pouvoir déterminer son stop loss, sa prise de bénéfice et également optimiser son point d'entrée. Donc dans un premier temps, on va voir un petit peu les points d'entrée. Donc pourquoi est-ce que les points d'entrée c'est important? Tout simplement pour trois raisons. Parce qu'il est primordial de travailler sa patience. Alors pourquoi est-ce qu'il faut travailler sa patience? Tout simplement parce que avec un point d'entrée plus optimisé, vous allez avoir un taux de réussite plus élevé, un ratio risque-récompense optimisé, et également le manque de patience ça a été prouvé. C'était la raison principale de l'échec des traders retail. Donc les traders retail, pour rappel, c'est les traders qui tradent sur leur compte personnel, donc avec leurs économies. Donc on voit sur l'image ici à gauche une personne qui a pris un trade sur la cassure d'une oblique. La cassure d'une oblique, il est entré en position après l'avalement haussier qui a cassé cette oblique, donc à la bougie suivante. Ici, il n'a pas attendu de retest, et du coup son ratio risque-récompense est de 1 pour 1. Donc il a un stop de protection de 40 points placé sous l'avalement haussier. Et du coup, la distance entre son point d'entrée, son stop loss et son TP1, donc sa première prise de bénéfice, elle est également de 40 points. Donc il a un stop de 40 pour un TP1 de 40. Donc c'est pas vraiment optimisé. Et vous pouvez être rentable avec ce genre de setup si vous avez un pourcentage de réussite dans les trades supérieur à 50%, mais c'est vraiment pas optimisé. Dans le deuxième cas à droite, vous avez un trader qui a attendu le retest de l'oblique, donc plus de patience. Alors dans ce cas-là, il aurait pu très bien rater le setup si les cours avaient juste cassé l'oblique et puis avaient continué dans leur lancée à la hausse. Mais c'est pas grave, il faut toujours se dire que les setups c'est pas ce qui manque, on prendra toujours les meilleurs setups. Et donc ici, on a attendu le retest de l'oblique. Donc le stop loss est non seulement mieux placé parce qu'il est placé sous la zone clé violette et en plus de ça sous l'oblique. Donc du coup on a un stop vraiment optimisé. Si jamais les cours cassent cette zone, le setup est juste invalidé. Alors que dans l'autre cas, il aurait pu très bien avoir un excès baissier et du coup l'excès baissier aurait tapé le stop loss juste sur le bas de la zone. Donc ici on a un stop de 15 points donc pour un TP1 de 60 points parce qu'on a un risque ratio de 1 pour 4. Donc c'est-à-dire 4 fois plus de gains que de pertes potentielles. Donc là pour le coup, ce genre de trade est vraiment optimisé et vous avez vu que les cours ont retesté l'oblique et derrière ont directement fait une impulsion haussière et le point d'entrée était vraiment millimétré. Donc un des moyens de rentrer en position, ça va être avec Fibonacci. Donc les retracements de Fibonacci ne sont utiles que lorsqu'une tendance est en place. Les utiliser en range diminue fortement vos chances de réussite. Il arrive souvent que les retracements de Fibonacci et les extensions de Fibonacci soient corrélés avec les niveaux clés. Donc ça va vous permettre une prise de décision beaucoup plus facile. Donc ça, notez-le, sur vos graphiques, il va falloir afficher que les niveaux 38,2, 50%, 61,8% et 78,6%. On va voir ça plus tard. Mais notez qu'il faut afficher que ces niveaux-là. C'est vraiment les plus importants. Les autres sont vraiment beaucoup moins utilisés. Au niveau des extensions de Fibonacci, on va utiliser les 27,20 et les 61,8. Donc ça va être pour les prises de bénéfices. Donc tout ça par contre c'est dans les retracements de Fibonacci. Donc sur votre plateforme de trading, vous tapez retracement de Fibonacci et vous allez avoir aussi bien les extensions que les niveaux de retracement. Donc si lors d'une correction les prix dépassent 61,8, nous considérons que la correction est trop importante. Donc ça veut dire qu'il y a une tendance trop faible. Et du coup, les cours ont juste décidé d'en faire autrement, de ne pas reprendre le sens de la tendance, et plutôt de l'inverser, voire de créer un range, une consolidation. Donc ici, voilà, vous voyez, on met les 100% donc en haut. Donc les 100%, ils sont juste là. Et on met les 0% juste ici, donc sur le bas. En fait, on avait ce mouvement-là au début. Et là, on voit que les cours corrigent. Donc une fois que vous voyez les cours qui corrigent, vous pouvez placer en fait vos retracements de Fibonacci. Donc les cours corrigent, les cours tapent les 38,2 mais les traversent, viennent taper les 50%. Et au 50%, on a un double échec et puis derrière, réaction baissière. Donc quand vous avez ça, vous voyez les extensions Fibonacci ici, moins 27,2, moins 61,8. Ça va être vos prises de bénéfices. Mais ça, on va le voir juste après.
dans les prochains slides. C'était juste pour vous montrer un petit peu la tête que ça a, les retracements de Fibonacci dans le trading. Il faut les mettre en place une fois que les cours ont commencé à retracer pour pouvoir identifier le point haut qui sera facile à identifier, et le point bas, ou inversement si la tendance est haussière. Donc pour entrer en position maintenant. Pour entrer en position, il va falloir premièrement attendre un signal de reprise de tendance, comme un avalement par exemple, ou plusieurs dojis qui vont signifier une incertitude des marchés. Donc c'est plus risqué, mais ça peut signifier du coup un retournement de tendance à venir. Et deuxièmement, on va placer son stop 5 à 10 points au-dessus du niveau des 78,6% si on a un retracement à 50 ou 61,8%. Donc là, en fait, ici, on va placer son stop loss par ici, voilà, 5-10 points au-dessus des 78,6%. Donc lorsqu'on a une correction à 38,2%, le stop se placera au-dessus des plus hauts. On utilisera de préférence le niveau des 61,8 pour plusieurs raisons. Parce que c'est plus sécuritaire que les autres, étant donné que le 61,8 c'est le chiffre d'or et le dernier niveau de retracement de Fibonacci. Le stop de protection peut être placé beaucoup plus proche et le ratio risque-récompense est maximal. Donc si on revient encore une dernière fois à ce graphique, on voit que en fait les 61,8% c'est bien effectivement le dernier niveau de retracement, parce que les 78,6 ce n'est pas considéré comme un niveau de retracement, mais comme un indicateur pour placer son stop de protection. Et les 27 et 61 ici, les extensions, ce n'est pas des niveaux de retracement également. Donc on a bien 38, 50 et 61. Et en ce qui concerne le placement du stop de protection, donc là si c'est 50 et 61,8, on va le mettre au niveau du 78. Donc on est bien d'accord que si ça retrace à 61, le stop va être plus proche que si ça retrace sur les 50. Par contre, si ça retrace sur les 38,2, on dirait que la tendance est plus forte, et du coup le stop de protection pourra être placé au-dessus du signal, donc au-dessus de la dernière bougie baissière qui a créé le signal. Donc par exemple ici, si on avait réagi tac ici, avalement baissier juste là, on aurait mis le stop juste au-dessus de l'avalement baissier et on aurait attendu la chute. Donc les astuces sur Fibonacci. Si le prix ne retrace qu'à 38,2% et amorce un retournement, il y a de fortes chances pour que l'impulsion suivante soit violente. Donc ça veut dire que la tendance est plus forte. Si les prix retracent jusqu'à 61,8%, le trade sera certes plus sécurisé, mais l'impulsion suivante sera probablement de plus faible amplitude. Donc vous allez voir juste après, mais en fait, de plus faible amplitude, ça veut dire tout simplement que les prises de bénéfices vont être moins loin en fait. Quand un trade retrace à 50, à 61 ou 50%, on va placer plus généralement notre prise de bénéfice sur les 27,2, alors que quand un trade est pris sur les 38,2% de retracement, on va plutôt viser les 61,8%, parce que la tendance encore une fois est plus forte, donc a plus de chances d'aller encore plus bas. Donc deuxièmement, les points d'entrée avec le multi-touch pullback. Donc le multi-touch pullback, c'est une astuce qui est très peu utilisée. Franchement, je crois jamais avoir vu quelqu'un utiliser cette astuce. C'est une méthode peu connue et très efficace qui permet d'avoir un taux d'échec faible et un ratio risque-récompense élevé, malgré le fait de rater le point d'entrée idéal. Donc la méthode, en fait, elle consiste en 3 étapes. Tout simplement, attendre un rejet des cours sur un niveau de Fibonacci, donc par exemple 50, 61,8 ou 38. Placer un ordre conditionnel sur un niveau inférieur une fois que celui-ci a été rejeté par le prix. Et dernièrement, placer son stop de protection 5 à 10 points au-dessus du dernier plus haut. Donc ça va s'éclairer un petit peu sur ce graphique. Donc on dirait un petit peu un graphique compliqué. En fait, tout simplement, on voit que ici, donc de là à là, on a mis un retracement de Fibonacci. Donc on a mis le point haut, excusez-moi, le point haut et le point bas. On a un retracement sur les 61,8%. On a un double échec avec la mèche sur les 61,8%. Derrière, on a une belle bougie baissière, un beau break-up baissier. Donc là, en fait, on aurait pu avoir du coup un beau trade ouvert. Sauf que le point d'entrée, il est bien, il est bon, mais il n'est pas idéal, on va dire. L'idéal, ça aurait été peut-être plus proche d'ici, par exemple, en unité de temps inférieure. Donc là, une fois que la bougie baissière elle est passée, elle est clôturée, une solution qui est le multi-touch pullback, c'est de placer un ordre conditionnel sur le niveau du dessus, donc le niveau des 50%. Je rappelle, le niveau des 61,8, il était là.
le niveau des 50%, et du coup il est juste en dessous, il est ici. Donc là le niveau il est cassé, donc on va venir placer un autre conditionnel sur le niveau des 50% pour que les cours après cette bougie là viennent tenter de taper le niveau des 50% avant de chuter. Et donc là on voit que ça a très bien marché, le niveau des 61,8 a très bien réagi, c'est venu retester le niveau des 50% et derrière chute jusqu'au niveau des 61,8. Donc là pour le coup c'est plus rare, aussi importante, mais ça a très bien marché. Ici sur ce setup là, on peut avoir du coup deux points d'entrée, donc un juste après la bougie ici, un deuxième sur le retest là. Et du coup le stop de protection va être placé sur le dernier plus haut. Lorsqu'on va tester le multitouch pullback, ça va être sur le dernier plus haut. Donc un stop très faible en fait. Et donc du coup on a un risque récompense, vous voyez, de 7,5, donc c'est énorme. Donc troisièmement, ça va être les points d'entrée avec les moyennes mobiles et les obliques. Donc cette méthode-là, prenez bien des notes, c'est la méthode que j'utilise au quotidien, donc tout le temps pour prendre position sur les marchés. Donc en plus des zones d'intervention, donc des zones tracées, les zones de prix. Mais cette méthode des moyennes mobiles avec les obliques, c'est une confirmation qui va vous permettre d'avoir sur votre trade un très fort taux de réussite et en même temps d'avoir pas mal de setup toutes les semaines. Donc cette méthode repose sur le croisement des moyennes mobiles combinées aux obliques. Donc il va vous falloir la moyenne mobile exponentielle 21 que j'ai mis en orange et la moyenne mobile exponentielle 8 que j'ai mis en bleu. Donc en fait, pourquoi exponentielle et pas simple? Tout simplement parce que la moyenne mobile exponentielle dans son algorithme, dans sa formule en fait, elle met plus de poids sur les prix les plus récents, donc sur les dernières bougies. Du coup pour moi, ça prédit un petit peu moins le passé et c'est un peu plus de poids sur le présent. Donc je préfère me baser sur l'exponentielle que sur les moyennes mobiles simples. Après c'est qu'un goût personnel, ça peut être très bien changé en fonction de vos goûts. Moi je préfère utiliser ça. Donc on a trois dérivés de la méthode. Premièrement, le croisement des moyennes mobiles s'effectue en même temps que la cassure de l'oblique. Donc on n'a pas de niveau clé en vue, la prise de bénéfice s'effectuera lorsque les moyennes mobiles se recroiseront à nouveau. Donc ici typiquement, on peut tracer une oblique juste là. Les moyennes mobiles vont croiser en même temps que la cassure de l'oblique. Donc ici, on va prendre position, on sait que les moyennes mobiles croisent vers le bas, la cassure de l'oblique donc du coup incite donc casse vers le bas également, donc incite à une vente, donc on va pouvoir ouvrir une position à la cassure, et on va fermer la position une fois que les moyennes mobiles vont recroiser dans l'autre sens, donc à la hausse. Donc ici, on va fermer la position ici pour ce trade là. S'il y avait un niveau de prix important, on aurait pu mettre déjà, donc premièrement on aurait pu mettre une prise de bénéfice ici, donc sur le point initial de création de l'oblique. Donc ça veut dire qu'une première prise de bénéfice aurait pu être possible ici, et une deuxième prise de bénéfice aurait pu être possible également sur un niveau de prix. Donc ici par exemple c'était un retracement de Fibonacci, mais ça aurait pu très bien être un niveau clé. Si c'est le cas, si c'était un niveau clé, on aurait pu mettre une prise de bénéfice tout simplement sur ce niveau clé en utilisant le price action. Là pour le coup, vous pouvez très bien mettre vos premiers TP ici à la création de l'oblique, deuxième TP lorsque les moyennes mobiles recroisent dans le sens inverse, qui vont vous invalider le setup et qui vont vous dire voilà, la tendance s'essouffle, puisque les moyennes mobiles recroisent, ça veut dire que la tendance baissière s'est essoufflée et que les cours ont tendance à remonter. Donc, du coup, voilà, le trade est invalidé, on sort de la position. Donc en fait, attendre que les moyennes mobiles recroisent, ça va vous permettre, dans la plupart des cas, d'avoir un trade qui va aller plus loin que si vous aviez tout simplement fermé votre trade sur un petit niveau. Souvent, voilà, les tendances se retournent une seule fois, donc les cours ont de fortes chances de casser plusieurs niveaux. Et du coup, casser plusieurs niveaux, donc avoir un trade qui, au lieu de faire 50 points, va faire 200 points, 300 points. Voilà, donc ça arrive assez souvent, c'est pour ça qu'il faut souvent attendre que les moyennes mobiles recroisent. Donc dans l'unité de temps d'analyse du trade, pas en unité de temps 15 minutes quand votre trade il a été pris en 4 heures. Sinon, forcément, les moyennes mobiles vont se croiser plusieurs fois. Alors dans le deuxième cas, les prix cassent l'oblique, mais les moyennes mobiles ne se sont pas encore croisées. Donc pour maximiser les chances de réussite, nous attendrons le croisement pour entrer en position. Si le ratio risque-récompense est bon, une position sera ouverte, mais il est important d'attendre que les moyennes mobiles se croisent pour éviter tous les faux signaux. Donc ici, on a effectivement donc une oblique qui a été tracée, une cassure de l'oblique, un retest. Donc là déjà on aurait pu ouvrir une première position avec un stop de protection
sous les plus bas, comme on a vu tout à l'heure, pour un trade avec un ratio risque-récompense optimal. Mais là, du coup, on n'a pas encore de croisement d'oblique, donc on n'est pas au maximum certain de son trade. On sait que c'est le plus optimisé possible, par contre le risque est encore présent. C'est deux choses différentes. L'optimisation du trade niveau risque-récompense et le pourcentage de réussite des trades, c'est deux choses complètement différentes. Ici, certes, on aura un trade magnifique avec une entrée magnifique, par contre, plus dangereux. Par contre, si vous attendez la bougie impulsive ici qui va faire augmenter très fortement la moyenne mobile exponentielle 8 périodes, ici, on va voir que on a un croisement haussier donc dans la direction de la hausse. Et donc là, on peut ouvrir une position, peut-être au retest de la moyenne mobile 21, ou tout simplement, une fois que la cassure, en fait, une fois que le croisement a lieu, pour viser du coup le premier point de création de l'oblique et un niveau de prix derrière. Donc ça, une fois que le croisement est fait, vous savez que votre position a de plus fortes chances de succès. Donc si vous avez déjà ouvert une position ici et vous n'étiez pas sûr du taux de succès de votre trade, là vous savez qu'une fois que les moyennes mobiles ont croisé, dans l'unité de temps du trade, il y a de fortes chances que derrière, le trade continue dans le bon sens. Troisième point, c'est quand le croisement des moyennes mobiles a lieu avant même que l'oblique ne soit cassé. Donc ça c'est le scénario le plus puissant et il prédit souvent une grande volatilité. On attendra tout de même la cassure de l'oblique pour ouvrir une position. On ne va pas non plus se précipiter. Mais voilà, généralement, quand les moyennes mobiles croisent juste avant la cassure, c'est bon signe. Donc en note, une cassure d'oblique n'est valide que si elle s'effectue en clôture de bougie dans l'unité de temps d'exécution. Donc ça, c'est un rappel qu'on a déjà vu plusieurs fois, mais il faut vraiment attendre la clôture de bougie et dans l'unité de temps du trade. Si l'oblique a été tracé en 4 heures et qu'une bougie 1 heure clôture dessous, ça ne veut pas dire que l'oblique est cassé, car en 4 heures, on peut très bien voir la bougie suivante qui va remonter, et du coup la clôture 4 heures va être peut-être en doji, ou peut-être va clôturer juste là, mais en tout cas au-dessus de l'oblique. Donc on va bien attendre à chaque fois la clôture dans l'unité de temps de l'analyse. Donc ici on voit que les moyennes mobiles croisent dans le sens de la baisse, donc prévision de volatilité à venir. Et derrière, on a une chute des cours avec les moyennes mobiles qui font encore une fois la rempart à la moyenne mobile 7 qui fait 8 qui fait rempart au cours. Donc on a une réaction donc haussière bullish sur le contact du niveau clé ici donc au 1,2160 donc pour sortir du trade si on veut pendant un TP1 mais voilà, on peut très bien attendre également pour un TP2 un croisement haussier des moyennes mobiles encore une fois parce qu'il y a de fortes chances que derrière les prix aillent en continuation de la tendance, donc descendent plus bas tant que les moyennes mobiles ne sont pas cassées. Donc ici, pourquoi est-ce que je n'ai pas pris un TP sur la création de l'oblique ici? Alors ça aurait été possible, mais ça en fait c'est du goût de chacun, c'est vraiment du goût de chacun. Moi j'ai jugé que l'oblique ici n'était pas assez incliné, donc en fait le point de création n'était pas assez éloigné de l'entrée du trade. Parce que l'entrée du trade voilà, va être ici. On va avoir un ratio très important de plus ou moins 1 pour 3. C'est vraiment pas mal. Mais pour moi, c'était pas assez important sur ce genre de petit trade. Parce que voilà, on n'a pas beaucoup de points non plus. On n'a vraiment pas beaucoup de points. On a peut-être 50-60 points. Du coup, je voulais minimum 100 points. Donc pour avoir minimum 100 points, et je sais que voilà, vu que les moyennes mobiles ont croisé avant, la volatilité a de grandes chances d'être importante. Donc je sais que c'est pas la peine de mettre son TP ici, parce qu'il y a de fortes chances que derrière les cours aillent chercher jusqu'au niveau de prix inférieur ici, voire même plus bas pour le TP2. Voilà pourquoi mon TP, je ne l'ai pas mis cette fois-ci sur le niveau de création. Par contre, si les moyennes mobiles avaient croisé après, alors là je me serais dit, ok, les moyennes mobiles ont croisé après, ça veut dire que les cours ont un peu moins de puissance, de peps, et du coup on a moins de chances d'aller chercher plus bas. Donc ça serait vraiment très bien si je vise le point de création par ici. Donc maintenant on va voir les points d'entrée avec les obliques de continuation de tendance. Donc en ce qui concerne les obliques de retournement de tendance, c'est-à-dire comme on a vu tout à l'heure, les obliques qui cassent en fait. Donc s'il y a casse, ça veut dire que la tendance se retourne, en tout cas à court terme. On doit attendre la confirmation par un croisement des moyennes mobiles. Mais ce n'est pas le cas pour les obliques de continuation. Donc la méthode pour prendre avantage d'une oblique de continuation de tendance, c'est en 4 étapes.
Première étape, vous tracez une oblique avec 2 points de contact. Donc les 2 points de contact, c'est les 2 mèches importantes. Ensuite, en deuxième étape, vous allez venir positionner un ordre conditionnel sur l'oblique pour qu'il soit déclenché lors du 3e contact avec celle-ci. Donc il y a certaines plateformes de trading qui permettent de placer un ordre, donc un ordre limite oblique, c'est-à-dire un ordre limite non pas sur une ligne horizontale mais sur une ligne oblique, et du coup lors du 3e contact vous allez pouvoir avoir un ordre qui va être déclenché automatiquement par votre broker. C'est pas le cas sur tous les brokers, donc si c'est pas le cas sur votre plateforme de trading, vous pouvez placer l'ordre manuellement, donc au plus proche de l'oblique. La 3e étape, ça va être de venir positionner son stop de protection, donc à 20 ou 30 points au-dessus de votre oblique, donc idéalement également au-dessus d'un niveau clé pour avoir encore plus de protection sur votre trade, être encore plus serein. Et la dernière étape, ça va être de venir positionner donc naturellement vos prises de bénéfices sur les prochains niveaux clés. Je rappelle quand même que quand vous ouvrez un trade, vous devez savoir au préalable où placer votre stop de protection et où placer vos différentes prises de bénéfices. C'est pas des placements aléatoires, il faut vraiment y réfléchir pour chaque ordre, pour chaque position. Donc ici, on va voir un exemple en situation de marché. Donc on voit bien qu'on a pu tracer donc, les 2 points de contact ici avec les 2 mèches, et derrière on va attendre le 3e point de contact avec l'oblique. Donc ici on a non seulement un retest, donc un 3e point de contact avec l'oblique, mais également les prix sont venus retester cette zone de prix qui était au préalable tracée. Donc on a une confirmation entre guillemets supplémentaire. Donc ici on a placé un ordre pas précisément sur la ligne de tendance, mais juste en dessous, parce que voilà, moi j'avais à l'époque pas un broker qui me permettait de poser des ordres conditionnels sur oblique. J'avais pas la chance de CIB sur ProRealTime. J'étais chez IC Market et du coup je pouvais placer des ordres que de façon horizontale. Donc là je l'avais placé un pip sous l'oblique de façon manuelle. Mais ça importe peu parce que du coup derrière, mon stop de protection a été placé à moins de 15 pips au-dessus. Donc la zone au-dessus de l'oblique. Donc là si le stop est déclenché, ça veut dire que le trade est invalidé. Du coup là, le point d'entrée est placé sur le 3e point de contact de l'oblique, et derrière on met un TP1 donc sur la prochaine zone de prix importante, TP2 sur la zone encore d'après importante. Donc ici on voit que le TP1 a été réalisé et le TP a été réalisé plus tard. Donc on a eu même une deuxième opportunité de trade ici avec limite un retest encore une fois de cette zone là. Mais voilà, ici c'est pas le but de voir tous les trades possibles, c'est juste de voir voilà, 3e point de contact, TP1 sur la zone suivante, TP2 sur la zone encore d'après. Sauf si, là je ne les ai pas affichés sur ce screenshot, mais sauf si les moyennes mobiles, encore une fois, elles viennent vraiment recroiser à la hausse et vous sentez que les cours, voilà, ils vont remonter. Là vous pouvez sortir, mais encore une fois, c'est pas obligé de se baser sur les moyennes mobiles, sur des obliques de continuation pour prendre avantage de la tendance. Parce que la tendance se retourne une seule fois, je le rappelle, donc elle a de fortes chances, même si là vous voyez de remonter, derrière elle vient rebaisser et faire le TP2. Donc si vous fermez votre trade ici parce que les moyennes mobiles se sont croisées, vous êtes un peu dégoûté parce que vous avez perdu tout ce potentiel de trade ici. Donc non seulement vous n'avez pas clôturé au point bas ici, mais non seulement, et en plus de ça, vous avez perdu derrière tout ce potentiel. Donc maintenant, on va voir les prises de bénéfices. Pourquoi est-ce que les prises de bénéfices c'est important? Tout simplement parce que sans avoir établi ces prises de bénéfices-là, vous n'allez pas optimiser votre potentiel, pas optimiser le potentiel de votre trade à son maximum. Donc premier cas sur support et résistance. Donc il y a beaucoup de traders professionnels qui n'utilisent que les prix pour passer des ordres sur le marché. On se sert donc des prix pour prendre nos bénéfices également. Pourquoi? Tout simplement parce que la mémoire de marché permet de spéculer sur la direction des cours avec un fort taux de réussite grâce au mouvement passé. On se servira notamment des chiffres ronds, de la parité, ainsi que des zones de prix ayant fait office de rempart. Pour rappel, plus les prix réagissent sur un niveau en unité de temps longue, plus ce niveau va se renforcer. Ce n'est pas le cas sur les unités de temps courtes, où plus les prix réagissent sur un niveau, plus celui-ci se fragilise. Ça, ce principe-là, on l'a vu au moins 2 ou 3 fois tout au long de la formation, mais c'est vraiment important de le comprendre et de l'assimiler. Donc chaque zone va nous servir de repère, et la seule chose à faire sera d'évaluer si le ratio risque-récompense associé à chaque position est favorable. On placera nos prises de bénéfices sur les prochaines zones importantes de
prix dans l'unité de temps de l'analyse. Il est important de placer son stop et ses TP lors de la prise de décision et de ne plus y toucher. Donc ça c'est vraiment important, c'est qu'il faut toujours se baser dans l'unité de temps de l'analyse. Ne jamais derrière venir zoomer en unité de temps pour changer ses prises de bénéfices, pour changer son stop de protection. Alors oui, vous pouvez mettre votre stop de protection à break-even, donc à 0, pour pouvoir avoir aucun risque. Si jamais votre stop est touché, vous sortez, mais vous sortez en léger gain et non pas en perte. Mais vous n'avez jamais changé vos TP parce que, je sais pas, parce que les cours viennent hésiter un petit peu pendant quelques heures sur un prix, je sais pas. Toujours quand vous avez un trade, quand vous avez un setup que vous avez analysé au préalable, ayez confiance en votre setup, ayez confiance en vous également, et ne changez pas vos TP d'endroit, ne changez pas votre stop de protection d'endroit, surtout si vous avez un stop de protection placé à 50 points et que les cours viennent à 45, enfin à moins 45 du coup, vous ne le touchez pas. Dans 5 points où vous êtes sorti, c'est pas grave, c'est que votre stop il était normalement réfléchi au préalable, il était placé là pour une raison précise, et il ne faudra pas le bouger à moins 80 points, parce que sinon, au lieu de prendre 50 points de perte, vous allez prendre 80 points de perte si le stop est touché, et du coup, voilà, votre trade va être catastrophique. Votre plan, non seulement vous ne l'avez pas tenu, mais en plus vous allez prendre une perte plus importante, et vous allez du coup encore plus avoir de difficultés derrière à venir retourner positif lors des trades suivants. Donc ici, tout simplement un graphique pour vous montrer, voilà, avec 3 zones, que c'est toujours important de respecter les zones pour les prises de bénéfices, parce que derrière, ces zones-là, normalement, qui ont été travaillées à l'avance, qui ont été placées à l'avance, elles font travailler les prix, et puis elles vont vous permettre derrière de, pourquoi pas, reprendre des positions. Donc on voit ici, on a un travail de la zone, une cassure de la zone par le bas. Ici, on a un travail encore une fois de la zone et une continuation de tendance. Donc là, la tendance se retourne encore une fois, une seule fois, on le rappelle. Et là, même si voilà, les cours viennent hésiter plusieurs fois, vous voyez une zone très importante ici, les cours hésitent. On a une grosse mèche ici qu'on appelle un stop chaser. Un stop chaser, c'est soit une fausse mèche par les brokers, tout simplement, qui veulent sortir tous leurs clients pour récupérer tous les gains, soit le marché, donc lors d'une nouvelle économique, par exemple lors des NFP, par exemple, souvent le vendredi après-midi, vous avez une grande volatilité et vous avez des mèches comme ça qui peuvent se faire, qui vont sortir un peu tout le monde du marché. Donc c'est pour ça qu'il faut ne pas trader pendant les grandes nouvelles économiques, ou en tout cas trader raisonnablement et avoir un petit peu d'avance dans son plan. Donc ne pas ouvrir de position juste pour les NFP par exemple. Donc ici derrière on a les prix qui remontent et qui viennent retoucher la zone 2. C'est pas par hasard, c'est que voilà, c'est une zone très importante qui a été établie au préalable. Et donc du coup, on va retester derrière, on va réessayer derrière ici, quand les prix viennent ici, de zoomer en unité de temps pour trouver un signal dans le sens de la tendance précédente, donc dans le sens baissier. Et ça n'arrête pas derrière, les cours viennent rebaisser. Donc deuxième cas, les prises de bénéfices sur les cassures d'obliques. Donc dans ce cas-là, on a déjà vu un petit peu au préalable avant, mais on va le revoir un peu plus en détail. Donc une fois la cassure d'oblique effectuée, la méthode la plus simple pour placer cette prise de bénéfice consiste à utiliser les points de contact entre le prix et l'oblique. Donc le TP1, le premier TP, ça va être un point de contact intermédiaire, et le TP2, ça va être le point de formation de l'oblique, donc le premier point. Donc ça on l'a vu tout au début, si vous vous rappelez, quand on a vu la méthode avec les moyennes mobiles. Le premier TP, souvent on le met, le TP final, souvent on le met sur le point de contact de l'oblique. Ici, le premier point de contact sur lequel on a créé cette oblique. Et le premier TP, donc ici, ça va être un TP qui va être pris sur le deuxième point de contact de l'oblique, souvent, ou troisième si jamais ça fait très longtemps que l'oblique est en place, comme ici. Sauf que ici, voilà, ce niveau-là, en fait, c'est un point de contact d'oblique, mais il ne représentait pas un niveau de prix très important, alors que ce niveau-là, il représentait un niveau de prix beaucoup plus important sur la paire, sur l'actif en question. Regardez ici, on avait eu plusieurs échecs sur ce niveau-là, également ici. Donc ce niveau de prix, en fait cette zone de prix ici, était beaucoup plus importante que cette zone de prix. Donc du coup, quand derrière j'ai pris mon trade, je me suis dit que mon TP1, j'avais placé plutôt sur ce point de contact-là, car les prix avaient plus de chances d'échouer sur ce niveau-là que sur ce niveau-là. Et ça n'a pas raté, hein. Regardez derrière, les prix sont venus ici, sont venus casser très rapidement ce niveau, sont venus retester en fait, donc ici plus ou moins ce niveau en derrière, sont venus retester plus ou moins ce niveau, mais avant ça, ils ont fait à la perfection donc mon TP.
Et derrière, bah, ça c'était en plus, quoi. Parce que le ratio risque-récompense est calculé avec le TP1. Donc une fois que le TP1 est fait, le TP2 en fait c'est du bonus. C'est que du bonus. Le ratio risque-récompense a été fait. Là vous avez un ratio bah, de visuel, on dirait plus ou moins 2,53 pour 1. Donc un très bon trade déjà. Et donc du coup le TP2 bah, ça va être du bonus. Ça va être est-ce que les cours vont continuer la tendance, oui ou non. Si oui, tant mieux, j'encaisse encore plus de gains. Sinon, tant pis, mon stop va être placé à 0. Ça veut dire que même si ça vient retaper le stop, tant pis, je serai protégé et j'ai déjà sécurisé des gains. Donc, pour rappel, encore une fois, TP final sur le point de création d'oblique et TP1 sur le point de contact d'oblique qui présente le plus fort niveau de prix. Donc, dernière méthode pour prendre des bénéfices, les extensions de Fibonacci. Donc, on a vu au tout début du chapitre avec les retracements de Fibonacci. Cette fois, on va voir les extensions. Donc, en fonction du point d'entrée et donc de la puissance de la tendance, l'objectif peut varier. Donc, les retracements et objectifs, quand les cours retracent à 38,2 ou 50%, on va dire que la tendance est puissante. Donc l'objectif final va être sur les 61,8, donc les moins 61,8, donc l'extension des 618%. Et quand les cours viennent retracer à 61,8%, donc ils retracent plus en accord, hein, et ils retracent plus haut, donc on va dire que la tendance est plus faible, et donc il faut avoir moins d'ambition. C'est-à-dire moins d'ambition, ça veut dire qu'il faut viser souvent voilà, les 1,272, donc l'extension des 27,2%. Donc ici, tout simplement en graphique, on voit que les cours viennent retracer sur les 50%, on a une belle impulsion derrière haussière. Donc si on zoome en unité de temps, on peut carrément mettre une ouverture de trade proche de ce niveau-là, avec par exemple une englobante 1 heure, par exemple si c'est un graphique H4, je ne sais plus si c'est un graphique H4 ou H1. Donc si c'est un graphique H4, vous allez essayer de venir en H1 pour tester pour voir un signal haussier. Si c'est un graphique H1, vous allez venir en 15 minutes pour voir un signal haussier. Le zoom en unité de temps, il est très efficace pour maximiser son efficacité sur les points d'entrée. Il ne faut pas les prendre pour changer ses prises de bénéfices et ses stop loss. Par contre, pour rentrer en position de façon plus efficace, je vous conseille de rentrer en unité de temps inférieure si vous avez le temps de rester devant l'écran. Donc là, vous allez chercher un point d'entrée au plus proche possible des retracements. Donc que ce soit ici, ici ou ici. Sauf que voilà, les 38,2, ils ont été cassés violemment, donc on n'a pas pu avoir de point d'entrée. Ici, on a eu déjà un premier test sur la mèche, et derrière, ici, un deuxième test. Donc on ouvre une position sur les 50%, même si c'est un petit peu plus haut que si vous n'avez pas eu le temps, bah voilà, vous ouvrez la position ici, tant pis pour ça, mais le signal a été fait, a été validé par une belle bougie haussière sur les 50%. Donc bref, parenthèse fermée, tout ça qui veut dire que la tendance a de fortes chances d'être assez puissante, assez violente, la représentation assez violente, et donc du coup on peut mettre un TP1, enfin un TP final sur les 61,8%, donc ici, avec un TP1, bah pourquoi pas sur les 27,2 ici. Et donc on voit que les cours viennent effectivement taper les 61,8% d'extension Fibonacci, et derrière viennent même refaire un pullback sur les 27,2 avant de remonter encore plus haut. Mais voilà, le trade a été clôturé sur les 61,8, donc on ne prendra pas avantage de ça, mais c'est pas grave, on ne prend pas avantage toujours des points hauts et des points bas, on veut juste identifier notre trade et prendre des bénéfices à l'endroit où on l'a identifié. Et dans le deuxième cas, ici, on a du coup un trade qui vient donc entre ici les 100% et ici les 0%. Les cours viennent retaper les 61,8% sur la mèche. On a une première réaction, une deuxième réaction sur les 61,8%. Donc ici, on est positif, mais les cours reviennent taper les 61,8%. Donc la tendance n'est vraiment pas forte. Vous voyez, quand ça vient taper les 61,8%, souvent la tendance elle a du mal à se relancer. Et derrière, on vient taper les 50%. Donc multi-touch pullback encore une fois, on aurait pu mettre un ordre conditionnel sur les 50%. Et on vient taper les 27,2% de façon millimétrée. Voilà. Donc encore une fois, quand la tendance retrace à 61,8%, on considère que la tendance aura moins d'amplitude, donc moins d'ambition pour vous, et du coup les 61,8% seront moins facilement atteignables. Donc vous allez vous focaliser sur les 27,2% de Fibonacci, avec toujours un stop de protection du coup sous les 78,6%. Donc maintenant en ce qui concerne le stop de protection. Donc pourquoi est-ce qu'il est important de placer son stop de protection?
parce qu'il est important de trouver un juste milieu entre rentabilité et prise de bénéfice pour maximiser son efficacité. Donc on a 3 raisons pour lesquelles il faut réfléchir au placement du stop de protection. Donc tout simplement, première raison, optimiser son ratio risque-récompense. Si votre point d'entrée est optimal, donc par exemple oblique, niveau de prix important, rupture de pattern, ça ne sert à rien d'avoir un stop fixe d'un certain nombre de points. Mettez le stop au-dessus de votre signal, parfois à 10 ou 20 pips au-dessus de l'entrée, et cela suffira. Si le stop est déclenché, c'est que le marché a invalidé votre signal. Il faudra alors tout reprendre de zéro ou mettre la paire de côté. Donc par exemple, premier exemple, ici on a du coup un 3e point de contact avec l'oblique. On met donc le trade, on ouvre un trade avec un EC proche de l'oblique. Donc ici encore une fois c'était manuellement, donc c'était pas pile sur l'oblique, c'était juste en dessous. Et le stop de protection va être placé au-dessus de l'oblique. Et donc là voilà, TP sur le prochain niveau de prix, donc sur le rectangle bleu, et un stop juste au-dessus. Ça sert à rien de mettre son stop très haut, sachant que si le stop, enfin si les prix viennent taper le stop ici et viennent le déclencher, le setup sera invalidé. Exemple numéro 2, donc exemple numéro 2 qui est vraiment très beau. En fait, ça reprend les bases de la méthode, donc toutes les bases qu'on a vues aujourd'hui. Donc on a plusieurs échecs ici sur le niveau clé des 1,85, donc 6 échecs sur le niveau clé. Derrière, une cassure de l'oblique avec un croisement des moyennes mobiles en même temps. Donc on a un avalement baissier. Derrière, ici, on a une cassure de l'oblique, un crossover des moyennes mobiles. Donc vraiment tout pour ouvrir une position. D'ailleurs, on vient retester l'oblique, donc on ouvre une position. Et puis le TP va être fait donc sur le point de contact initial de l'oblique, ici. Voilà. Avec, voilà, ici vous voyez que la tendance n'est pas très puissante. Les moyennes mobiles viennent croiser plus ou moins à chaque fois. Donc le TP final va être pris sur le croisement, enfin sur le point initial de création de l'oblique ici. Et donc du coup le stop de protection va être placé au-dessus du niveau clé ici et au-dessus des anciens plus haut. Donc c'est un stop de protection entre guillemets parfait parce que non seulement ça a cassé l'oblique, donc vous avez des chances de succès, les moyennes mobiles en croisé, donc encore plus de chances de succès, pardon. Plusieurs échecs au préalable sur le niveau clé, donc encore plus de chances de succès, et votre stop de protection va être placé au-dessus de tout ça. Donc c'est vraiment une combinaison de plusieurs facteurs qui vont augmenter vos chances de succès sur le trade. Donc, la deuxième raison pour le placement du stop de protection, c'est que ça minimise l'impact des bruits du marché. Donc un bon placement minimise l'impact du bruit du marché. Donc, puisque le placement du stop se détermine dans la même unité de temps que celle de l'analyse, un trader long terme aura un stop de protection bien plus large qu'un trader court terme, ce qui est logique. Quand vous tradez en hebdomadaire, enfin sur un trade par exemple en unité de temps hebdomadaire, votre stop va être placé à parfois 300-400 points. Alors que si vous tradez en unité de temps horaire, 300-400 points c'est énorme, vous avez souvent un stop à 50 points. Donc voilà. Mais un stop large ne signifie pas une moins bonne rentabilité. Tout dépend du style de trading de chacun. Le potentiel d'un trade long terme est souvent bien supérieur à un trade court terme. Il faudra juste plus de patience. En swing, il ne faudra pas protéger son trade trop rapidement car les interventions se font sur les zones majeures où les prix pourraient mettre plusieurs semaines avant de réagir. Donc sur ce genre de trade, la théorie prend tout son sens. En mettant un stop de protection trop court, nous avons subi une perte et nous n'aurions pas bénéficié de la chute. Et en protégeant son trade trop rapidement, nous aurions été stoppés. Donc ici, en fait, on voit donc, un trade long terme. C'était une unité de temps hebdomadaire. Donc c'était une oblique, pareil que depuis le début, sauf que cette fois-ci, l'oblique était long terme. Donc on a un 3e point sur l'oblique qui a été cassé légèrement et derrière, grosse réaction baissière. Donc on a ouvert un trade après cette réaction baissière en swing avec un stop au-dessus des plus hauts. Sauf que vous voyez qu'on passe rapidement en profit et puis derrière, les prix ici. Je vous rappelle qu'une bougie égale une semaine, hein, donc c'est très long. Ici, plusieurs mois viennent se passer sans aucune volatilité. Et il ne s'est absolument rien passé. Donc si derrière on vient protéger son trade dès qu'on est un petit peu en profit, ça sert à rien, on va se prendre un break-even. Et si le stop est trop court, on va subir les bruits du marché. Donc les bruits du marché, c'est cette hésitation ici qui dure plusieurs mois, sur laquelle il n'y a eu aucune volatilité. Il y a eu juste des petites mèches de temps en temps, là, des petites mèches hautes. Donc la seule chose qu'on peut faire en fait sur ce genre de trade, c'est attendre patiemment. Attendre patiemment ou éventuellement si vous êtes un peu plus expert,
coupez votre trade dès que vous êtes un petit peu en gain et puis essayez d'en reprendre un de façon plus optimisée sur une des mèches ici un peu plus haut avec un stop de protection du coup qui sera un peu au même endroit, donc plus court, mais du coup un ratio risque-récompense plus élevé. Donc la target ici va être sur la zone de prix inférieure, donc juste là, mais voilà encore une fois, il faut vraiment placer son stop avec précision et ne plus y toucher, surtout quand vous tradez en swing. En swing, il y a beaucoup de bruit de marché, souvent les prix mettent du temps à réagir, donc si on protège trop rapidement, ça sert à rien, le trade n'aura jamais le temps de respirer et de se faire. Et donc la troisième raison pour laquelle placer un stop convenablement et c'est vraiment efficace, c'est tout simplement pour vous-même, pour épargner votre psychologie. Placer son stop sans aucune logique, voire au hasard, rend nerveux et incite à surveiller les positions très souvent en priant pour que le stop ne soit pas déclenché. Un tel état d'esprit n'est pas bénéfique au trading et vous entraînerez dans une spirale vouée à l'échec. Donc vous allez non seulement déplacer votre stop, voire l'annuler, et vous allez peut-être prendre une deuxième position lorsque la première est clôturée en perte. Donc en conséquence, vous allez avoir de lourdes pertes, des émotions qui prennent dessus, une perte du capital et éventuellement des répercussions sur la vie privée. Donc c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire en trading et tout ce qui malheureusement peut arriver, surtout pour les débutants, mais également pour des expérimentés qui auraient un petit peu trop chargé un trade et qui n'assumeraient pas que ce trade ne prenne un stop loss et du coup bougeraient leur trade, bougeraient leur stop loss, voire annuleraient leur stop loss pour tout simplement penser qu'ils sont meilleurs que le marché et que le marché va retracer dans le bon sens. C'est tout simplement ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut vraiment pas faire ça. Car du coup vous exposez à des pertes supérieures à votre risque management initial et pouvez perdre 10, 20 voire 100% de votre capital sur un trade si jamais les cours retracent très très haut au-dessus de votre stop initial et si vous avez du levier en jeu. Donc pas d'effet de levier et pas de changement de votre plan initial. Si le stop est touché, c'est pas grave, votre psychologie est épargnée si vous avez réfléchi en amont au placement du stop. Voilà, donc on en a terminé avec cette formation Forex. Donc ça, c'était vraiment la théorie. Maintenant, je vais l'appliquer avec de la pratique. Donc on va faire des lives toutes les semaines pour vous expliquer comment est-ce qu'on met en place ces méthodes au quotidien. Pour vous expliquer également en situation de marché, peut-être avec plus d'exemples, les méthodes avec les obliques, les méthodes avec les retracements de Fibonacci, pour également répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à venir en live le plus souvent possible. On mettra les lives également en archive disponibles à tout le monde. Donc voilà, donc c'est tout pour cette méthode théorique sur la formation Forex. Merci de l'avoir suivi, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Et d'ici là, portez-vous bien.